J'invite M. Michael Sherringham à prendre la présidence pour la séance, pour la première séance. Bien, comme Matteo vous l'a déjà annoncé, malheureusement, Gerald Prince ne peut pas être avec nous, mais c'est Marie-Thérèse Jacquet qui va dorénavant jouer le rôle de Gerald Princess et lire la communication. Je dois cette blague à Dominique Viard, je dois... Mais donc je vous rappelle quelques mots sur quand même notre grand ami absent, Gerald Prince, qui est professeur à l'université de Pennsylvania à Philadelphie. C'est un grand narratologue qui a écrit d'abord un beau livre sur Jean-Paul Sartre, Métaphysique et technique dans l'œuvre romanesque de Sartre. Ensuite, A Grammar of Stories. C'est peut-être la démarche de Matteo avec cette systématicité aurait certainement fait plaisir à Jerry, comme il me fait plaisir aussi. Et puis, plus récemment, Jerry Prince est l'auteur d'un livre qui va être suivi d'un autre, où pour chaque année du dernier siècle, du XXe siècle, il choisit un roman. Et c'est une sorte de dictionnaire, ça s'appelle Guide du roman de langue française, ce qui est un peu sobre vu la qualité savoureuse de l'écriture. Et chaque entrée, en fait, commence comme les guides Michelin, par des étoiles et des sigles différents sur ces romans. Qu'est-ce qu'on mange dans La nausée ? Qu'est-ce qu'on mange, quelles maladies étant susceptibles d'attraper en lisant Le ravissement de Lolwestein, etc. Bien, sa communication s'intitule Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être pas, sûrement pas. Si. Ça fonctionne, bien. Donc je suis simplement la voix off du texte donc de Gerald Prince. On sait que depuis le début des années 80, c'est-à-dire depuis déjà plus de 30 ans, pour caractériser ce qui se passe, puisque toujours quelque chose se passe dans le domaine du roman contemporain ou extrêmement contemporain, nous avons beaucoup parlé de retour du sujet, retour du récit, retour du réel, retour du romanesque et, last but not least, retour des sentiments. Or, il est clair que ces éléments n'étaient jamais partis, qu'ils n'avaient jamais quitté la fiction, sinon certaines fictions dites littéraires, ou plutôt certaines fictions littéraires marquantes, et encore. Outre les best-sellers et les romans formuliques ou paralittéraires, on trouve dans les années 50, 60 ou 70 beaucoup de textes de Paul Gaden et de Françoise Sagan, de Romain Gary et d'Émile Ajar, d'Antoine Blondin, de Christiane Rochefort, de Dominique Fernandez, qui étaient et qui sont vulgairement réalistes ou narratifs, romanesques, sentimentaux et littéraires, ou même notables, Les Racines du ciel étant par exemple le premier roman vert. Sans parler de la production d'anciens comme Gracq, Cohen, Giono, Queneau, et de nouveaux comme Modiano, qui reprocha au nouveau roman de n'avoir, je cite, « ni ton ni vie », et qui déclara « la littérature pour la littérature, les recherches sur l'écriture, tout ce byzantinisme pour chair et colloque ne m'intéresse pas ». Ou comme Michel Tournier, qui, il l'a dit lui-même à Arlette Bouloumier, est du côté de Zola plutôt que de Joyce, et qui, réécrivant André Chénier, affirme « Mon propos n'est pas d'innover dans la forme, mais de faire passer dans une forme aussi traditionnelle, préservée et rassurante que possible, une matière ne possédant aucune de ses qualités. » Et sans oublier que Roland Barthes rêvait de romanesque. Sans roman, il est vrai. Dès les années 60, le genre de roman qui s'était plu à déconstruire sujet, récit, réel et romanesque, qui semblait tout particulièrement attiré par l'exploration des formes
et de ses propres formes, et qui avait obtenu une grande partie des faveurs de la critique et des professeurs, je veux dire le nouveau roman, dès les années 60, ce nouveau roman avait commencé à fléchir. Et ni les prétentions du nouveau roman, ni les outrances du roman sexuel ou du roman tel quel ne pourront le revigorer. Sans doute son influence, ou l'influence de ce qu'il en était venu à représenter, car on le sait également, les sentiments, pour ne mentionner que, ne manquent guère dans ce corpus. Sans doute son influence continue-t-elle jusqu'à aujourd'hui à être visible et significative. Elle se fait sentir dans les tons désabusés et les auto-réflexivités qui informent tellement de textes plus ou moins modernes et contemporains. Et on la retrouve peut-être dans l'emploi de plus en plus banal du présent et du passé composé au lieu du pauvre passé simple, ou dans la désaffection pour les dialogues. Des écrivains aussi différents que Patrick Deville, Serge Dubrovsky, Camille Laurence, Michel Houellebecq, Jean-Loup Trassard, par exemple, interrogent dispositifs fonctionnels et créations romanesques. D'ailleurs, même Modiano, avec ses espaces labyrinthiques, ses temporalités brouillées, ses enquêtes indécises, et Tournier, écrits sinistres ou constructions frugales, ne sont pas toujours aussi loin du nouveau roman ou aussi près de Zola qu'ils ne le disent. Sans doute également, d'autres entreprises romanesques à dominante mécanique et formaliste que l'on a pu assimiler au nouveau roman et qui, elles non plus, ne vont pas sans émotion. Je pense à l'Oulipo, à Pérec, au Sphinx de Garetta et aux Fins de Jouet. D'autres entreprises romanesques à dominante semblable perdurent et comptent. Sans doute enfin, depuis toujours, le roman littéraire, dans l'acception valorisante du terme, est volonté d'exploration, de découverte et d'invention. Cependant, quel que soit l'intérêt pour le formel dont témoigne la production romanesque de ces 30 ou 40 dernières années, elle manifeste d'autres dominantes. C'est que les recherches formalistes ont peut-être fréquemment fatigué et qu'elles ont peut-être paru épuiser le champ de leurs possibilités. On a multiplié les failles et les déroutes, les errances et les ressassements. On a promu l'aléatoire, la miniature, la citation, le collage. On a bravé la représentation et le sens, créé un romanesque de l'illisible. Beaucoup y ont même excellé. Dans le domaine des formes, on s'est parfois cru arriver, ou presque, au bout du nouveau. D'ailleurs, avec les indifférences et les équivalences du postmoderne, la prétention d'aller un peu plus loin, la prétention de dépasser, s'est trouvée dépassée. Outre la fatigue, et sans invoquer les impératifs de la critique, plusieurs facteurs, parfois reliés, ont eu, eux aussi, leur rôle à jouer dans les multiples retours du roman contemporain. L'effet de balancier, par exemple, qui à notre époque, et même avant, opère dans le domaine des lettres tous les 15 ou 20 ans, ou bien l'angoisse de l'influence que Harold Bloom avait naguère caractérisée, ou encore le désir si répandu de distinction, ou même, a-t-on dit, le malaise économique qui n'encourage pas beaucoup les prises de risques. D'autre part, il faut compter avec la vieille et tenace idée que le roman est un instrument de connaissance et qu'en accord avec son inclination à s'examiner et à étudier ses constituants fondamentaux, l'espace de la fiction, la configuration narrative, la dynamique de l'écriture, il peut se concevoir comme une longue et patiente expérience de pensée. S'il n'égale pas d'autres formes dans le domaine du sensible, du figuratif, de l'immédiat, du punch, il excelle dans la présentation de conjonctures émotives et cognitives possibles, de ce qui les prépare et les explique, de ce qui les compose et de ce qui en découle. Enfin, renforçant cet effet de balancier ou cette conscience des pouvoirs du roman,
il y a, je crois, le nombre accru d'écrivains autres, d'écrivaines par exemple, et la mondialisation relative de la littérature. Ce n'est pas que les romancières ou bien les auteurs aussi, de tel ou tel homme ou tome, ou encore les étrangers, tous ceux qui n'étaient pas ou qui ne sont pas français, ce n'est pas qu'ils ne pratiquent que le roman à thèse et ne montrent aucun goût pour les aventures de l'écriture. Au contraire, pensez à Glissant, à Chamoiseau, à Sony Laboutancy, à De Tambel, à Montalbetti, même à Angot. Mais issus d'autres situations, vivant dans d'autres conditions, ayant d'autres horizons, ils expriment souvent d'autres préoccupations, d'autres intérêts, et rappellent qu'une focalisation trop poussée sur des questions de littérarité, d'esthétique, de forme, de style, peut représenter un appauvrissement. On avait parlé jadis de cure d'amaigrissement, constituer une abdication, vouée à l'isolement, au délaissement. Pour conserver quelque pertinence, le roman doit ne pas s'intéresser qu'à lui-même, tout en reconnaissant les conquêtes des sciences humaines ou des nouveaux médias, ainsi que le recul général de la littérature, la fragmentation du public, même littéraire, et le sentiment si répandu qu'on ne peut s'adresser à tout le monde ni parler pour qui que ce soit. Romanciers et romancières peuvent non seulement imaginer, dévoiler, souligner le potentiel de leur personne. C'est bien évidemment l'une des sources de l'autofiction. J'écrirai un roman sur moi, mais aussi celui de vieux et plus encore de nouveaux phénomènes, propositions scientifiques, avancées technologiques, nouveaux groupes, nouveaux fléaux, nouveaux conflits. La variété de ce potentiel, tout comme la variété des personnes impliquées, pour ne pas parler de notre manque de recul et de la profusion des textes publiés chaque année, si le roman se porte mal, comme on l'a souvent affirmé, les romanciers, eux, semblent se porter très bien. La variété de ce potentiel, donc, explique en partie la difficulté de déterminer là ou les tendances majeures du roman de notre temps. J'en sais quelque chose parce que j'ai lu les meilleurs connaisseurs de la question, mais aussi parce que depuis une douzaine d'années, je travaille à un guide du roman de langue française contemporain et qu'il n'est pas facile de s'orienter parmi les impassibles, les sensibles, les irrépressibles, les stoïques, les cyniques, les mystiques, les minimalistes ou les fantaisistes. Point de suspension. Outre l'intérêt, diminué sans doute, mais encore vivace pour l'exploration ou l'invention des formes, il y a certainement le penchant pour l'autofiction, sur laquelle je ne m'étendrai pas, sinon pour noter que, pareil à l'autobiographie contemporaine, elle est souvent accompagnée de curiosités formelles, comme si la relation ou l'invention de soi n'était pas suffisante, sauf en cas de célébrité du narrateur ou de ce qu'il connaît, suffisante donc pour intéresser d'autres que ces derniers. Il y a aussi, assurément, la tendance sentimentale, qui ne lui est pas étrangère et dont témoigne notre colloque. La quantité de titres et de textes qui, depuis 1980, font ressortir la dérive des sentiments et le décompte des larmes, le fait que les impassibles eux-mêmes semblent avoir perdu leur cool et que les formalistes formalisent les désordres sentimentaux, les détresses et les abjections, les envies de meurtre, les envies de mort. Il y a enfin la tendance qui est pour moi la plus frappante, une tendance qui renvoie à l'autofiction aussi bien qu'aux essais-fiction, aux romans vrais ou à ce qu'on pourrait appeler des factions ou des fétions, double T, et qui englobe quantité d'autres œuvres, y compris des néopolars et des textes formalistes, où le factuel, digressif, métaleptique ou textuellement organique joue un rôle important. Il ne s'agit pas là de vulgaire réalisme, exploitant le familier, le vraisemblable et multipliant les effets de réel, ni bien entendu de réélisme. Il ne s'agit pas non plus de romans historiques où un passé réel plus ou moins éloigné
et des personnages ayant existé servent d'assise à l'action fictionnelle, ni d'histoire romancée qui agrémente et travestit une situation historique avec une ou des intrigues sentimentales et force sensiblerie ou détails plaisants, ni de romans à clé, avec ses potins, ses satires, ses règlements de compte, ses scandales. Il s'agit de textes où l'on s'avise de raconter ce qui a pu être, non ce qui aurait pu être. De textes où le document est traité pour lui-même, autant ou plus que pour étayer la fable, de textes où le factuel, l'existant, le vérifiable, au niveau du narré ou du narrant, et quelle qu'en soit la portée, n'est pas au service de la fiction, de la littérature, mais se trouve éclairé ou exprimable grâce à elle. Les antécédents ne manquent pas, depuis Chéry d'Edmond de Goncourt jusqu'au roman témoignage sur la Première Guerre mondiale et la Deuxième, ou sur l'univers concentrationnaire. Aux surréalistes, et notamment à Breton, qui dans Nadja dénonce, je cite, les empiriques du roman qui prétendent mettre en scène des personnages distincts d'eux-mêmes, à Yourcenar aussi, et même à Sartre, celui du roman vrai, qui est l'idiot de la famille, je cite, « Je l'avoue, c'est une fable, rien ne prouve qu'il en fût ainsi ». Mais depuis une trentaine d'années, l'abondance, l'intérêt, la diversité de ces genres de textes sont incontestables. Dans le domaine de l'autofiction, qui le recoupe parfois, sinon toujours, et dans des domaines qui lui sont apparentés, récits de filiation ou récits des origines, récits familiaux, récits mémoires. Dans le domaine des mythobiographies ou des essais fiction, dans le domaine du roman documentaire ou du roman autoréflexif, avec Jean-Louis Trassard, dont le Dormance est particulièrement remarquable, puisque roman d'aventure néolithique à la syntaxe malarméenne. Il donne un exemple, comme si, attendu, de l'eau un retour devait amener, me rendre, les reflets, l'étroite et remuante surface étaient d'année en année encore questionnés. Syntaxe malarméenne, donc, est également un texte sur le texte en train de s'écrire, une esquisse d'autoportrait ou bien d'autofiction, où le sentiment de la perte côtoie celui de la continuité, et surtout une lecture savante du terrain même où habite l'auteur et de ses germinations présentes ou passées, pour laquelle il a consulté préhistoriens, vétérinaires, linguistes, ethnobotanistes, ethnologues et palynologues. Jean-Louis Trassard, donc, Frédéric Becbédé, Emmanuel Carrère, Patrick Chamoiseau, Édouard Glissant, Olivier Rollin et son frère Jean peut-être, ou Jean Rouault, première et deuxième manière. Comme si le soupçon portant sur l'intrigue, le personnage, la narration, portait aussi sur la fiction, je ne dis pas le romanesque, comme si cette dernière ne faisait plus le poids, comme si la vérité était véritablement plus étrange et plus intéressante que la fiction, ou comme si la frontière entre fiction et fait était problématique. Il y a certes, je l'ai plus que suggéré, d'autres tendances importantes, y compris une tendance inverse, celle du retour à une fiction comme un romanesque flamboyant, débordant, débridé, aventureux, ou à la multiplication des romans et des romanciers possibles. Et j'imagine qu'il y en aura beaucoup d'autres. Comme la critique peut fonctionner en tant que rhétorique, et sinon inspirer, du moins envisager, certains développements dans les domaines qu'elle prospecte, j'aimerais pour terminer évoquer 3 ou 4 tendances à venir possibles, les unes d'ordre thématique, les autres d'ordre formel et matériel. Si le roman français de ces dernières années n'a pas donné beaucoup de grandes œuvres sur des moments clés de la deuxième partie du XXe siècle ou de la première partie du XXIe, je connais peu de romans considérables sur mai 68, la France des oui et des non à l'Europe, ou même sur la guerre d'Algérie. Il y en aura peut-être, comme il y aura peut-être des romans significatifs sur l'avènement d'univers électronisés
ou sur le caractère d'une France démographiquement et culturellement différente. Quant à des domaines plus tangibles ou sensibles, l'hybridité qui a affecté le générique, essai ou roman, fiction ou document, et les moyens de communication ou de représentation, je pense aux romans photos et aux romans graphiques, pourra se développer sons et lumières, odeurs et couleurs, lisses et rêches, chaud et froid, et, pourquoi pas, transformer la topographie romanesque elle-même. J'imagine des romans en 3, voire 4 dimensions. Quoi qu'il en soit, il me semble que les romanciers d'aujourd'hui et demain ont l'embarras du choix. Merci pour lui. On remercie à la fois Gerald Prince et Marie-Thérèse Jacquet pour cette mise en voie du texte envoyé. Je pense qu'on ne peut pas vraiment poser des questions à Jerry, mais on pourrait revenir évidemment sur certaines des points qu'il a soulevés. Donc nous allons passer tout de suite à notre second intervenant de cette première partie de la matinée. Comme vous savez, l'une des originalités et beautés de ces colloques de Bari, c'est que vont intervenir non seulement des universitaires, mais aussi des pratiquants du roman et des arts plastiques, toujours dans le domaine du contemporain. Et c'est à Alexis Génie que je vais passer la parole, lui qui, c'est ce qu'on appelle dorénavant un coup de génie, a remporté le prix Goncourt avec son premier roman, L'art français de la guerre, en 2011. Un grand roman historique ou qui brasse l'histoire selon peut-être certaines des tendances qui ont été soulevées dans ce qu'on vient d'entendre déjà ce matin, et qui a sorti, il est sorti Élucidation. Oui, je l'ai pas. Et donc, la semaine dernière. Ah, ça va, d'accord. Et qui, la semaine dernière, comme vous le savez, a sorti un livre qui s'appelle Élucidation, et je pense que c'est un peu dans le sens de ces élucidations qu'il va parler maintenant, ou en tout cas, je lui cède la parole pour parler de son travail. Ça marche. Comme ça, voilà. Bien, bonjour à tous. Alors, donc, en effet, comme on vient de le dire, moi j'ai été invité comme romancier, comme petit producteur, pour les livres que j'ai écrits, mais c'est vrai que mon œuvre est de toute petite taille. J'ai écrit 2 livres, en tout et pour tout, dont un la semaine dernière. L'un des livres, on l'a pris pour un roman de guerre, on l'a pris pour un roman historique. Puis l'autre livre, on le prendra pour des fragments autobiographiques, ma foi. De toute façon, c'est pas grave qu'on les prenne pour ce qu'on veut. De toute façon, ils m'échappent. Déjà, quand je les faisais, ils m'échappaient. À partir du moment où ils sont publiés, ils m'échappent encore plus. Voilà, je les ai lâchés. C'est à eux de se débrouiller maintenant et que chacun les lise et qui provoque chez chacun ce que chacun veut bien laisser provoquer en lui. Mais en dessous de ces 2 livres, il y a toute la masse immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que ces 2 livres, c'est la part visible de ce que j'ai pu faire, puisque avant, il y a environ 25 ans de pratiques diverses. Et il y a un nombre indéfini de livres que j'ai faits qui n'ont pas été publiés. C'est-à-dire que pendant une vingtaine d'années, alors l'histoire d'écriture c'est quelque chose qui est un peu ancien chez moi, peut-être qui date du jour où j'ai appris à lire. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours pensé faire ça, avec un insuccès absolu. Et il y a une vingtaine d'années,
j'ai commencé à envoyer des choses aux éditeurs. Donc il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à le faire sérieusement. Avant, ça restait un peu dans les coins. Voilà. Et pendant 20 ans, j'ai envoyé des ouvrages achevés à des éditeurs qui me les ont tous refusés. Mais au fond, je crois qu'ils n'avaient pas tort. On va voir pourquoi. Bien. Alors en fait, ce que je vais raconter là, hélas, je ne peux guère proposer d'idées très générales et très érudites. Je vais juste, puisque j'ai été un peu invité pour ça, raconter mon histoire. Mais bon, cette histoire, la seule légitimité qu'on peut lui trouver, c'est qu'elle peut passer pour une vraie histoire française. C'est-à-dire que j'ai été atteint d'une vraie graphomanie française. Voilà, la graphomanie est une névrose nationale, avec se prendre pour Napoléon. Voilà, ce sont nos deux folies nationales. Et j'ai été atteint d'une graphomanie moderniste. Là aussi, ça montre bien que c'est une maladie nationale. Alors, longtemps, j'ai cru à la modernité. Longtemps, j'ai voulu être moderne. Et c'était une vraie croyance. Alors, c'est pas ce que j'ai fait de mieux. Hein. Alors, la preuve, c'est que ça a entraîné un échec absolu de la production de cette époque-là. Et on sent bien que ce mot de moderne, il marche plus très bien, il a un aspect désuet, ce qui est quand même paradoxal pour ce mot-là. Être moderne, ça veut plus dire grand-chose. Maintenant, c'est une sorte de clin d'œil un peu mode. C'est un côté vintage d'être moderne. Enfin, c'est étrange. Alors, qu'est-ce que c'est que être moderne? C'est cette espèce de, on va dire, cette posture qui a dû sûrement apparaître au cours du 19e siècle avec la figure de l'artiste. Alors l'artiste, c'est quoi? Il est seul, il est malheureux, il est génial. Il est prophétique, en fait, d'une certaine façon. Et puis, probablement que cette notion-là a disparu dans les années 80, avec la révolution conservatrice dans laquelle nous sommes encore, qui n'a pas fini de faire des dégâts. Donc maintenant, c'est un mot presque oublié, dans le sens c'est presque oublié. Alors qu'est-ce que ça voulait dire être moderne? Ça voulait dire être extrêmement contemporain, tout à fait. C'est-à-dire en avance sur son temps, c'est-à-dire déjà dans le futur. C'était en fait essayer de dire le monde contemporain qui m'entoure avec des mots contemporains, avec des mots neufs, quelque chose de toujours neuf. Et de penser que toutes les formes qui avaient été utilisées avant étaient des carcans, étaient des vieilleries, étaient des clichés. Et donc, il fallait dépasser tout ça. Voilà, il fallait faire table rase, il fallait que 1000 formes nouvelles s'épanouissent. Voilà, ça c'est un beau slogan moderne. Et l'idée, c'était de s'interroger en permanence sur la forme littéraire, repérer tout ce qui pouvait être un peu ancien, qualifier donc ça de cliché, inventer quelque chose de neuf. Et puis bien sûr, ce quelque chose de neuf, le temps qu'on les publie, ça deviendrait ancien, mais c'est pas grave, c'est un mouvement, un vrai mouvement. Vous voyez le côté un peu finalement imaginaire bolchevique de la chose, mais j'étais à fond là-dedans. Et il fallait en fait changer, à mon sens, mais je pense que c'était quelque chose d'assez partagé, tout ce qui était issu, tout ce réalisme issu du 19e. Comme on changerait un peu la plomberie ou l'électricité d'une maison qui est plus aux normes, donc il fallait tout changer. Dynamiter les formes, comme on dynamite les trains dans une guerre de partisans. Là aussi, c'est une vision de la littérature tout à fait datée, mais très réjouissante. Voilà, la forme, c'était l'important. Pour moi, ça a été vraiment un véritable enjeu important, importantissime. Et c'est vrai que la modernité est obsédée par la forme. La modernité est formaliste, par essence. Alors ce qui est drôle, c'est que formaliste, c'est une injure soviétique. Ça prouve bien qu'à partir du moment où l'esprit révolutionnaire est au pouvoir, il devient réactionnaire. Du coup, ça ne m'étonne pas quand Matteo disait qu'un écrivain ancien maoïste, je vois qui c'est, n'exprime que des sentiments petits bourgeois. C'est pas du tout incompatible, au contraire. Bien, alors, j'ai beaucoup aimé
faire ça pour moi-même, puisque ça n'avait strictement aucun écho. Ça m'a occupé un certain temps dans ma vie. Et tout ça m'était renvoyé. J'écrivais des sortes de jeux abstraits, des sortes de textes non figuratifs, des flux verbaux qui étaient émis par des instances d'énonciation mal identifiées. Alors c'était un petit peu froid, c'était pas très clair, et puis probablement assez ennuyeux. Et j'ai essayé des tas de choses, ça aussi c'était très réjouissant. J'ai essayé d'adopter des tas de formes extra-littéraires. C'est-à-dire que j'ai étudié l'analyse des contes, l'analyse structuraliste. J'avais mis au point des sortes de systèmes aléatoires avec des dés pour faire avancer le récit. J'utilisais les formes de composition musicale pour essayer de les décalquer en littérature. C'était totalement inadapté, mais plus c'était inadapté, plus je trouvais que ça valait le coup. Je lisais Raymond Roussel, puis toute la glose autour de Raymond Roussel, mais avec un sérieux qui aurait sûrement fait rire Raymond Roussel lui-même. Du coup, je crois que je frôlais la production des fous littéraires, mais j'avais l'impression d'inventer et je m'amusais beaucoup. Mais alors, mes rares lecteurs étaient extrêmement perplexes. Et donc l'ennemi pour moi, l'ennemi haïssable, c'était le roman. Le roman avec cette espèce de prétention ridicule au réalisme. Donc avec le roman, avec ses impostures psychologisantes, son autosatisfaction, voilà. Je rêvais de tout petits textes très intenses, très abstraits, et puis qui agiraient directement sur le psychisme, même si on n'y comprenait pas grand-chose. Voilà, j'étais extrêmement contemporain, et puis je tournais à vide. Et puis, d'un autre côté, j'écrivais des lettres. J'ai écrit beaucoup de lettres, mais alors des vraies lettres sur du papier, envoyées avec des timbres, parce que pour moi, l'amitié, et plus encore l'amour, devait passer par des lettres. Et c'est pendant que j'écrivais ces lettres, je les écrivais. Alors c'était des lettres assez abondantes. Voilà, quand on fréquente un graphomane, il faut s'attendre à ça. Je les écrivais avec une joie énorme et avec une sorte de liberté d'expression que je ne ressentais pas du tout à écrire ce que j'estimais être la littérature. Et je me demandais parfois comment ça se faisait. Alors, en fait, je me demandais ça comme une sorte de curiosité. C'était comme une sorte de petit détail, mais finalement, j'y prêtais pas beaucoup d'attention, donc du coup, je résolvais pas la question. Mais je remarquais depuis longtemps que j'étais extrêmement sérieux et guindé en écrivant ce que j'estimais être de la littérature, alors que j'étais plein de liberté et de bonheur à écrire de grandes lettres qui submergeaient un petit peu leur destinataire. Alors, il y avait la question de l'humour, par exemple, qui était étonnante. C'est-à-dire qu'en écrivant des lettres, j'arrivais à rire moi-même et à faire rire, alors qu'en écrivant ce que j'estimais de la littérature, jamais, il y avait le moindre sourire dedans. Mais là aussi, c'était une sorte de curiosité que je ne résolvais pas. En fait, c'était un vrai symptôme. Bon, alors c'est vrai que l'amour m'intéressait peut-être plus que la littérature, mais d'un autre côté, pour moi, l'amour, c'était une façon de déclencher la littérature, puis la littérature, c'était une façon d'entretenir l'amour, donc finalement, c'était pas très différent. Et c'est vrai que dans ces lettres, je laissais parler des sentiments assez bouillonnants, dans l'espoir aussi de déclencher le même bouillonnement de sentiments chez l'autre. Et que finalement, les sentiments, c'était à la fois le moteur et le but de ces lettres. Alors, c'est pas très mystérieux qu'on parle de lettres d'amour, mais pendant très longtemps,
ces deux domaines d'écriture étaient totalement séparés en mon esprit. Je ne faisais pas le lien entre l'un et l'autre. Mais je ne faisais pas le lien parce que pour moi c'était évident que c'était deux choses séparées, deux choses différentes. Et puis un jour, mais tard, j'ai dû rester un moderniste très longtemps. Je me suis, peut-être que j'étais un petit peu lassé de tout ça, et puis que j'étais un peu arrivé au bout de mon application de bon élève. Puis je me suis posé une question toute simple, mais il faut peut-être très longtemps pour se poser des questions simples. Et la question très simple que je me suis posée, c'est qu'est-ce que j'aime dans les livres que j'aime ? Parce que j'ai toujours beaucoup aimé les livres, beaucoup aimé lire. C'est un grand bonheur. Parmi les grands bonheurs de ma vie, il y a les livres que j'ai lus. Et puis il y a des livres que j'aime, des livres que j'aime moins. Qu'est-ce qui fait qu'un livre, je l'aime comme ça, tant que ça ? Alors cette question n'est pas évidente. Et puis je me suis dit que finalement il y avait trois raisons. Parce que finalement, c'est pas trop compliqué de se poser cette question-là. Qu'est-ce qu'on aime ? Parce que ce genre de questions, on peut répondre. Voilà, on a la réponse sous la main. Donc, ce que j'aime, c'est trois choses. C'est premièrement m'émerveiller du son de la langue, de la musique de la langue. Alors, c'est pas obligatoirement une musique très symphonique, baroque, etc. Il y a quelque chose dans la langue, il y a un son de la langue qui soit me réjouit, soit me désespère chez d'autres, et je cherche ça. Deuxièmement, ce que j'aime, c'est que la littérature m'aide à comprendre un petit peu le monde dans lequel je suis et les gens avec qui je partage ce monde. Ça m'intéresse beaucoup. Et pour moi, c'est vraiment un instrument de connaissance, la littérature, ou le roman. Et troisièmement, ce que j'aime, c'est ce geste avide de tourner les pages. C'est-à-dire, en gros, ce qui va se passer, ce qui va arriver à ce personnage inventé, auquel on s'attache, parce que l'esprit humain est fait de telle façon qu'il se projette très très vite, et qu'il s'identifie très très vite à toute chose qui a forme humaine. On doit être à peu près dans l'esprit des oies de Konrad Lorenz qui s'attachent à toute figure dès qu'on sort de l'œuf, c'est ça. On s'attache même à des simulacres. Et très très vite, on se demande ce qui va arriver au simulacre, et ça devient extrêmement important, et on tourne les pages avidement. Ça, c'est un geste de lecture totalement archaïque, totalement enfantin, mais qui fait que certains livres, c'est les livres où j'ai pratiqué ce geste-là, ce sont des livres qui me touchent profondément. Finalement, c'est simple ce que j'aimais. C'était très simple. Puis la littérature, finalement, c'était beaucoup plus simple que prévu, beaucoup plus simple que j'ai pensé pendant des années. Ça m'a beaucoup libéré de répondre à cette question-là. Alors du coup, tous ces sentiments que j'exprimais dans une part très particulière d'écriture qui était la lettre, toute cette pouvait devenir le moteur de la littérature. Et puis finalement, la forme m'intéressait plus tellement. Peut-être que j'étais mûr, enfin, pour écrire quelque chose qui soit à la fois enraciné en moi et qui puisse être communicable. Finalement, ça a été une sorte de longue maturation qui est passée par une passion pour le formalisme, qui s'est éteinte lentement. Mais attention, je ne regrette rien du tout là-dedans. S'il y a eu séparation, c'est une séparation en bons termes avec ce formalisme. Mais je vais l'expliquer. Alors, ce sentiment, finalement, c'est quelque chose qui est, pour moi, une sorte de langage du corps, de langage infraverbal. Et ce sentiment, c'est pas du tout un but en soi. Peu importe de raconter
mes sentiments, bon, à part dans la lettre, parce que là c'est fait pour, parce que j'espère que je peux raconter mes sentiments dans la lettre en espérant que celui qui la lira m'aimera. Voilà. Mais autrement, dans quelque chose qui est destiné à des gens que je ne connais pas, peu importe de raconter ma vie, ça n'intéresse personne. Ça ne m'intéresse même pas de le raconter moi. Mais le sentiment, c'est un outil. C'est un outil de sensibilité. C'est-à-dire, ce qui me touche, moi, je peux espérer que ça touche quelqu'un d'autre. Mais après, va falloir le traduire. Bien. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais pu faire avant, si c'était un peu assommant, c'est que ça manquait beaucoup d'incarnation. Et que, au fond, c'est quand même le corps qui pense, c'est la chair qui pense. Et le sentiment est le langage de la chair qui pense. Et la littérature peut faire ça. La littérature, elle va naître du sentiment et elle va produire à la lecture le sentiment. Le problème, c'est qu'il y a une double traduction. C'est-à-dire, on va du sentiment au sentiment, du sentiment de l'auteur au sentiment du lecteur, en passant par le truchement du langage organisé, qui lui n'est pas de cet ordre-là. Et il n'est pas de la même nature. Et le problème de la littérature, c'est qu'on va un peu en double aveugle. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'on fait. On espère que ce qui nous agite va pouvoir passer dans ce qui est écrit, et que ce qui est écrit va pouvoir transmettre la même chose chez l'autre. Mais c'est vraiment une double traduction qui est jamais sûre. Pour ça que les livres que j'ai pu faire, je ne sais pas ce qu'ils deviennent, parce que voilà, je ne maîtrise plus du tout. Et c'est là que revient l'intérêt du formalisme. C'est-à-dire que je ne crois absolument pas à la spontanéité de l'inspiration ou du langage, tout ça c'est l'authenticité, tout ça c'est du pipeau, bien entendu. À partir du moment où l'on écrit, où l'on parle, on fabrique un petit objet. Et ce petit objet a des règles de fabrication. Il n'y a pas de langage spontané, ça n'existe pas. Il peut y avoir du langage inspiré, mais ça c'est de la Pentecôte, c'est autre chose. Et là, le formalisme, finalement, qui m'a tellement passionné, eh bien, il joue son rôle. C'est-à-dire que je continue d'utiliser ce qui m'a tant passionné, ce que j'ai tant creusé, mais je l'utilise de façon discrète et cachée. Alors, à quoi ça sert un formalisme qui ne se voit pas ? Ça sert justement à me proposer à moi-même des formes, des essais de production de formes qui peuvent supporter cette espèce de bouillonnement sentimental que je voudrais faire passer. Tout seul, si je me contentais de dire la forme n'existe pas, ce qui compte c'est d'être sincère, je ne ferais qu'utiliser des vieilles formes que l'on considère comme étant acquises, et en effet cette forme de roman traditionnel 19e. Bon, c'est déjà utiliser une forme. Donc j'utilise quand même des tas de trucs, mais qui ne se voient pas. Parce qu'ils me servent à moi comme échafaudage, en fait. Ils me servent... Alors, il y a des tas de systèmes de citation qui sont cachés, qui sont développés, qui servent de germe, des systèmes de symétrie qui sont aussi cachés, qui permettent de construire le livre, etc. Tout ceci, rapidement, est submergé par l'écriture. Ça n'a pas vocation à être vu, c'est pas pour faire le malin, c'est juste parce que, à un moment donné, face à du sentiment qui est quelque chose qui n'est pas formé de langage, j'ai besoin des règles abstraites du langage et pour faire une construction qui permette de soutenir ceci. Alors, je ne sais pas en termes de temps si... Ça va. Ça va ? Bon.
pour essayer d'être plus précis sur les livres que j'ai pu faire, finalement, le roman que j'ai fait sur... je voyais que M. Prince... regrettait qu'il n'y ait pas de grand roman sur les événements de la seconde moitié du XXe siècle, la guerre d'Algérie. Il exagère quand même. Donc, ce roman-là, qu'on a pu prendre pour un roman de guerre ou un roman historique, fondamentalement, il est construit sur le corps, les sensations, les perceptions, les liens de fraternité, les liens de filiation et l'amour sous une vision excessive. Et que du coup, ce qui est vu comme étant l'essentiel du livre, c'est-à-dire une histoire des guerres coloniales françaises, n'est que le décor un petit peu agité de quelque chose de très doux et très tendre, qui est un vieux monsieur qui parle à un jeune homme. Un vieux monsieur assis qui parle à un jeune homme assis à côté de lui. Et finalement, je me suis rendu compte en écrivant le livre que je revenais sans arrêt à cette simple posture, qui est un sentiment de filiation ou de petit-filiation, et qui était le moteur réel du roman. Finalement, dans cette affaire, l'Indochine, c'était juste un décor. C'était quelques palmiers mis en fond mais c'était pas vraiment le moteur. Ensuite, ce que j'ai écrit, ce qui peut passer pour des fragments autobiographiques. Donc ce sont des tout petits textes minuscules qui font à peu près 2-3 pages. C'est des nouvelles. Voilà, c'est un volume de 50 nouvelles, toutes petites. Chacune est basée sur un souvenir. Alors là, on va croire que c'est autobiographique. Plus ou moins. Le souvenir en question, il est tellement infime qu'il ne fait pas récit. C'est-à-dire, ça fait partie de ces choses qu'on garde en soi, qui sont, je sais pas, un mot, un geste, une odeur, un élément, et que on peut pas tellement raconter, ou alors on raconte justement sous forme d'une anecdote qu'on peut raconter oralement à des gens autour de soi. C'est pour ça que le livre est sous-titré 50 anecdotes. Mais à partir de ça, j'ai fait des petits récits qui essayent de comprendre pourquoi je me souviens de ça. Donc l'élucidation, elle est là. Pourquoi cette trace mnésique si infime, qui n'est pas un récit, comment ça se fait que je m'en souviens? Comment ça se fait qu'elle est là? Comment ça se fait que 10, 20, 40, 45 ans après, c'est toujours là? Comment ça marche, la mémoire, pour que des choses pareilles puissent rester? Alors, là, la part autobiographique est totalement minime, c'est juste un prétexte. C'était juste parce que j'avais en stock ce genre de petits éléments. Mais en aucun cas, je ne veux faire de l'autofiction. Je voulais faire deux choses. C'est essayer de plonger dans ces espèces de petits éléments infimes qui sont extrêmement sensibles. Ce sont des choses qui, finalement, que l'on conserve comme des sortes de petits noyaux sensibles, de petits noyaux sentimentaux sensibles. Et ça, tout le monde en a, et ceux que j'utilise sont suffisamment larges et simples et archaïques pour que, finalement, ça puisse être partagé. Et deuxièmement, ce que je voulais faire, c'est comment faire un récit. Qu'est-ce que c'est qu'un récit?
C'est quoi un récit de 3 pages? Comment ça se construit? Comment ça se construit? Et c'est là que reviennent, par exemple, mon vieux souci de composition musicale. C'est-à-dire que quand, je sais pas, quand un quartet de jazz veut faire un morceau à partir d'un thème, comment il fait? Et quand le même thème est repris par un autre, ou alors par une formation différente, comment ils font? Et ça, c'est une une sorte de champ de recherche littéraire qui me réjouit, même qui me réjouit comme comme l'enfant qui veut démonter un petit peu son jouet pour pouvoir mieux jouer encore avec. Mais l'important là-dedans, ce qu'on pourrait dire, c'est un peu, voilà, pourquoi faire ça? Je crois que ces techniques que j'utilise, c'est en fait une sorte de bricolage qui permet de toucher à quelque chose de beaucoup plus profond, plus intense et plus collectif, où j'espère que quelqu'un, le lisant, pourrait être touché par la même chose, tellement c'est à un niveau fondamental. Et en fait, c'est une pratique de bricolage où on utilise, où j'utilise des éléments techniques très très divers pour arriver à quelque chose de fond très très simple. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le souvenir, la mémoire, le passé, et qu'est-ce que je sens. On pourrait presque définir la littérature, enfin finalement ce domaine où rien n'est sûr véritablement, où il n'y a pas vraiment de règles. La littérature, c'est une sorte de bricolage émouvant. Et maintenant, finalement, après ces 25 ans de modernisme échevelé, j'ai l'impression que je vais bien mieux et que je peux écrire les choses les plus simples sans plus me soucier d'être moderne, mais en étant très heureux de l'avoir été. Merci. Merci beaucoup Alexis Génie pour cette très belle revue de passé d'écrivain qui pourrait être sous-titrée. Vous avez fait allusion à Raymond Roussel, comment j'ai écrit certains de mes livres, évidemment, et votre parcours est vraiment a beaucoup d'intérêt pour les gens assemblés ici, pour réfléchir à la place des sentiments. Alors je pense qu'on va vous poser des questions, c'est la règle du jeu, et donc je garde quelques questions à part moi, mais je pense que tout de suite je demande à la salle de poser des questions. Alors oui, je vois déjà Wolfgang Assolt qui... Merci beaucoup pour cette bonne et instruisante conférence. J'ai une question un peu générale qui se réfère aussi, bon, je peux parler un peu plus fort. Non, parce qu'il doit être enregistré. Ça marche? Oui. Donc j'ai une question qui concerne un peu les 3 interventions, mais spécialement évidemment la vôtre. Vous avez parlé de la graphomanie nationale moderne comme une histoire française. Et Matteo a évoqué au début le paradigme exemplaire d'une certaine littérature des années 50-70, à laquelle vous avez aussi fait allusion avec vos efforts de vouloir être absolument moderne. Alors, ma question, c'est est-ce que cette phase de la littérature française
que quelqu'un a appelé le sacre de la littérature depuis le 19e siècle. Cette phase est encore valable pour aujourd'hui. Est-ce qu'il faut faire deux phases? Une phase de la littérature réaliste et d'une autre partie une littérature formaliste? Et est-ce qu'un retour de l'une vers l'autre est possible? Et quelle est la place de ce que vous avez mentionné avec le formalisme caché dans vos œuvres, où je dirais que c'est aussi valable pour la plupart des œuvres du 19e siècle. Il y a une structure interne qu'il faut dégager, qui n'est pas évidente, qu'on peut interpréter d'une manière différente. Et pour resituer cela dans un ensemble, William Marx a écrit il y a une dizaine d'années une œuvre avec le titre La dévalorisation de la littérature. Est-ce qu'avec la littérature, depuis le début des années 80, on est ressorti de cette dévalorisation, ou pour être plus concret, avec vos deux œuvres, donc la grande œuvre et celle qui vient de paraître, vous avez l'impression d'être sorti de cette dévalorisation? Alors, c'est difficile parce que moi je suis pas très, comment dire, voilà, moi j'ai une position, comme je l'ai dit tout à l'heure, de petit producteur, donc après pour essayer de faire des grands tableaux de la littérature française, c'est un peu compliqué. Ce qui est vrai, c'est que dans ces années 50, 60, 70, il y a eu une sorte de passion de la déstructuration. D'ailleurs, enfin, c'est aussi une passion française pour peut-être pour la structure, en fait, ça me fait penser, c'est le syndrome d'Orly un peu. Vous savez, Orly, cet aéroport des années 60, où avec des lignes tout en béton magnifique, avec une belle terrasse, où on venait voir décoller les avions. Il y avait toute une sorte de fantasme futuriste, en fait. Ça, c'est les fantasmes de la France gaulienne, pompidolienne. Bon, c'était... Il y a cette fascination française pour la structure, la modernité, presque les grandes structures automatiques, presque. Voilà. Bon, et c'est vrai que pendant les années 80, il y a eu un basculement, il y a eu une sorte peut-être de lassitude, et depuis j'ai l'impression qu'il y a une sorte de grand flou où on ne sait plus trop. Enfin, c'est un petit peu déstructuré. Ce qui est étonnant parce que bon, pendant longtemps il y avait cet esprit des avant-gardes en France qui faisait que on était soit dans le courant soit pas. Bon, maintenant les courants sont multiples, il y a des personnalités qui sont là, c'est très très difficile de faire un tableau d'ensemble. Ce qui est drôle, c'est l'espèce de polémique qui revient régulièrement sur le roman anglo-saxon, qui est un peu une sorte de modèle à suivre, le grand roman narratif anglo-saxon. Alors, moi je connais mal, mais ce qui me gêne dans ce grand roman narratif anglo-saxon, c'est parfois son côté un petit peu, son déni de la forme justement, et son déni de l'écriture. Il y a, alors, dire des généralités comme ça, c'est s'exposer à se faire contredire, hein, bien sûr. Oui, tout à fait, non mais à partir du moment où on dit une généralité qui règle le compte d'un quart de la littérature mondiale en 2 mots, on dit une connerie. Mais c'est pas grave. Moi, disons que jouer ce grand roman narratif anglo-saxon contre la littérature française qui serait nombriliste, ça m'exaspère un peu, parce que
voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a peut-être une difficulté dans la littérature française de prendre à bras-le-corps des problématiques larges, collectives. Et ça, c'est dommage, parce que ça nous manque même probablement socialement. C'est-à-dire qu'un roman qui serait à la fois dépositaire de ce qu'on appelle l'écriture, c'est-à-dire la passion du langage, qui serait aussi dépositaire de quelque chose qui soit de l'ordre de la recherche sur la forme, qui soit également, qui traite de ce collectif tout en étant lisible. Vous voyez le grand écart ? Ça serait bien, ça c'est désirable comme roman. Bon, il n'y a plus qu'à le faire. Alors, une autre question. Peut-être que je profite du... D'accord, ok. Par rapport aux grandes questions qu'on a évoquées, ma question c'est plutôt, je n'ai pas lu Élucidation, mais je me demandais si ce dont vous parlez, ce souvenir infime sur lequel vous travaillez, ne ressemble pas un peu au tropisme de Nathalie Sarraute. Et notamment, je pensais à Enfance, qui est beaucoup construit sur la vignette et sur l'idée du paquet à déballer pour savoir ce qu'il y a au fond, dans son cadre de la souffrance. Donc, vous voulez commenter peut-être ? J'aimerais bien ressembler à Tropisme de Nathalie Sarraute, qui est un livre fabuleux, minuscule et fabuleux. Oui, mais c'est bien de le dire parce que j'avais jamais pensé. Mais c'est un livre que j'ai beaucoup lu, Tropisme, avec beaucoup de fascination. Et étrangement, c'est maintenant à cet instant-là que je viens d'y penser. J'avais pas pensé en écrivant le bouquin, enfin bon voilà, c'est étrange. Oui, donc tout à fait. Alors. Après, c'est écrit à une autre époque, avec d'autres... comment dire ? Bon, c'est dans un autre état de la réflexion sur ce que c'est qu'une histoire ou qu'un récit. Mais j'ai été nourri par ça, j'ai été nourri par Sarraute, entre autres. Une autre question, oui ? Vous avez dit que dans Élucidation, le souvenir n'est qu'un prétexte, donc le côté autobiographique n'est qu'un prétexte pour la littérature. Oui. Ah, d'accord. Et donc, en fait, quand je lisais La Française de la guerre, je disais que le narrateur, à un certain moment, il dit que beaucoup d'écrivains écrivent sur leur enfance parce que c'est le seul moment où ils ont vécu. Et que dès qu'ils ont commencé à écrire, ils ont cessé de vivre. Donc je vous pose cette question, quel est le rapport entre la vie et la littérature ? Et surtout si, en fait, l'écriture c'est un choix volontaire de renoncement à la vie, ou plutôt l'écrivain est quelqu'un incapable de vivre et donc il replie sur l'écriture. Alors, bon, il y a une illusion autobiographique dans Élucidation, puisqu'en fait, des petits textes comme ça, j'en ai écrit beaucoup. J'en ai écrit plus d'une centaine, mais avec des tas avec des choses, des éléments des choses que je croise dans la rue, que des gens me racontent, etc. Et tout simplement, pour des raisons on va dire, d'attention portée au lecteur, dans tout ce que j'ai écrit, j'en ai rassemblé 50 qui avaient une sorte de tonalité autobiographique que j'ai mis en ordre pour faire une sorte de pseudo-autobiographie, mais ça c'est un effet c'est un effet de rangement. C'est tout simplement parce que j'ai rassemblé celles qui avaient trait à ça pour en faire quelque chose d'homogène. Voilà, parce que déjà que l'éditeur n'était pas très chaud pour publier ça, si en plus ça partait dans tous les sens, ça aurait été compliqué.
Donc, il y en a plein d'autres qui sont plein d'autres petits textes qui sont conçus de la même façon, mais avec des éléments qui ne sont pas des éléments d'enfance. La vie et la littérature, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La vie est une calamité à laquelle on essaye de survivre joyeusement, mais il n'y a pas, enfin, il y a une sorte d'entremêlement des deux. C'est quelque chose. Enfin, c'est pas vraiment séparé. C'est-à-dire que la vie permet la littérature et la littérature permet la vie, et ça tourne dans un cercle comme ça, infini. Bon, est-ce qu'on pose la question aux musiciens ? En fait, moi, quand ils jouent de la musique, on leur dit jamais ouais, bah, la musique c'est contre la vie. Non, enfin bon, c'est quelque chose qui est une façon de vivre. Et je passe un certain temps à faire ça, mais ce temps que je passe à faire ça me permet de vivre mieux les moments que je ne passe pas à faire ça. Voilà. Et non, c'est une sorte de... Moi, en fait, j'ai l'impression que... alors, bon, ça c'est... Ouais. Puisque j'en suis à raconter ma vie, continuons. C'est-à-dire que je ne fonctionne pas par projet en disant je vais écrire ça, puis après j'arrête, puis je réfléchis à quoi je vais écrire après. En fait, j'écris tous les jours, et puis ça prend des formes différentes. Voilà. Et du coup, pour moi, c'est comme si je jouais de la musique, comme si je jouais d'un instrument. Finalement, voilà, très régulièrement, je joue, puis de temps en temps, je joue de façon constituée et limitée, et c'est un livre. Donc, il y a une sorte de pratique permanente et constante qui me procure un bonheur intense et qui me permet de comprendre les gens qui m'entourent, ce qui se passe autour de moi. Voilà, c'est quelque chose qui est un morceau de ma vie qui est complètement constitutif. Donc je suis incapable de faire le lien. Voilà. Alors après, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie si je ne faisais pas ça ? Je ne sais pas. Heureusement, la question du sens de la vie m'a été épargnée grâce à ça. Parce que depuis toujours, le sens de la vie, c'est ça. Alexis Eugénie, vous venez de souligner, je crois à juste titre, le côté des sentiments, notamment dans ce contexte de la France et de la guerre. Vous avez souligné le rôle, la fonction de rapport de filiation qu'il y a dans votre roman, le rapport entre l'intermédiaire, pour ainsi dire, celui qui raconte, et l'ancien officier des guerres d'Indochine, d'occupation et d'Algérie. Et en même temps, vous avez qualifié l'Indochine de décor, de simple décor. Or, il me semble que vous avez un peu exagéré, pour ainsi dire, et étant donné que je crois que la France occupée, l'Indochine, l'Algérie sont beaucoup plus que des simples décors. Est-ce qu'on pourrait dire plutôt que dans ce roman, vous vous occupez notamment de l'articulation du rapport entre les sentiments individuels et le destin collectif? Je crois que c'est là une de ses originalités. Merci. Oui, tout à fait. J'exagère un peu, c'est normal. Voilà. La littérature, c'est de la mise en scène. Alors, je tiens profondément à comprendre le collectif. C'est-à-dire que le roman que j'ai fait, c'est pas tant un roman sur la guerre, parce que bon, on m'a bien dit, oh mais comment ça se fait, à l'âge que vous avez pas connu ça, comment vous avez pu raconter ça, enfin bon, gna. Oui, je sais, je n'y étais pas. Mais ça fait 50 ans que je vis en France, que je vis dans l'imaginaire français. Et c'est un roman de l'imaginaire français. C'est-à-dire l'imaginaire français de la guerre. Comment cet imaginaire collectif pèse sur nous. Et j'ai essayé de comprendre ça. Et j'ai essayé, pour comprendre ça, de comprendre du mieux que je pouvais,
en imaginant que les gens ne sont pas si différents les uns des autres, essayer de comprendre l'effet que ça fait d'être dans cette situation-là. Donc en effet, alors un autre aspect du roman, c'est un roman de formation. C'est-à-dire, c'est un jeune homme on ne peut plus normal, qui au départ est un lycéen qui fait de la version latine au lycée, assis avec les autres, c'est-à-dire la situation que connaissent tous les jeunes européens ou français, voilà, à l'école. Et ce jeune homme, parce qu'il a 17 ans en 1943, se trouve pris dans quelque chose qui le dépasse totalement, et sans jamais avoir fait de choix véritable, il va se retrouver dans des situations impossibles, des situations d'ultra-violence, des situations où il est tout seul avec d'autres, dans un endroit totalement hostile. Qu'est-ce que ça fait? Quel effet ça fait? Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, d'essayer de me glisser dans la peau de ce personnage-là et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait qu'au sein même de quelqu'un, des gens qui étaient partis avec des intentions qui pouvaient être positives ou qui pouvaient être neutres, se sont retrouvés à pratiquer des choses qu'ils n'auraient pas dû pratiquer. Comment des gens normaux, finalement, peuvent devenir des gens qui ont exercé une violence extrême. Et j'ai essayé de comprendre ça, j'ai essayé là aussi, en faisant l'hypothèse que c'est possible de comprendre les gens, et que finalement, s'il est question des sentiments, ils ne sont pas différents d'un être à l'autre. Ils sont plus ou moins grands, ils sont plus ou moins vastes, ils sont plus ou moins resserrés, ils sont plus ou moins complexes, mais finalement, on part tous avec à peu près la même palette. Donc à partir de ça, j'ai essayé de comprendre le trajet de ces gens normaux qui ont vécu une vie extrême, et comment ensuite le récit de ceci, ou le non-récit de ceci, finit par peser sur la totalité de l'imaginaire français. Voilà. Et du coup, là, comme je dis, le sentiment était une sorte d'outil, un outil de compréhension, c'était une sorte de compréhension intuitive. Et alors, quand j'ai fait ça, j'ai fait ça un peu dans mon coin, et j'avais pas pensé au lecteur. Et quand des vieux messieurs qui ont fait ça, qui ont vécu ça, sont venus me voir en disant « Comment ça se fait que vous ayez raconté ça comme ça, puisque c'était exactement ça ?» Et là, je me suis dit, ouf, j'étais très heureux qu'on me dise ça, mais si finalement, l'hypothèse que je faisais, c'est-à-dire qu'on peut comprendre les choses, on peut essayer de se mettre dans la peau de gens qu'on ne connaît pas, des choses qu'on n'a pas vues, etc., c'est possible. Cette hypothèse, finalement, était vérifiée par ces messieurs qui trouvaient que même certaines choses, si on ne me les avait pas racontées, je ne pouvais pas les savoir. Donc qui me l'avait raconté? Et en fait, il n'y avait personne. C'était inventé. Donc je suis très heureux d'avoir inventé des choses que si on ne me les avait pas racontées, je ne pouvais pas les savoir. Et ça, je pense que c'est lié à une sorte d'immersion et d'attention à cette chose-là qu'on peut appeler le sentiment. C'est quelque chose de l'ordre de l'intuitif, c'est l'attention quelque chose de l'ordre de l'émotif qui va nourrir le texte et l'écriture. Oui, madame. Oui, je comprends ce que vous dites, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un travail énorme de documentation. Vous ne pouvez pas connaître tout ça comme ça. Moi, je suis très âgée, donc j'ai des souvenirs très vagues, et puis je ne pourrais jamais
écrire des choses comme ça sans me documenter. Alors j'aimerais savoir comment avez-vous travaillé de ce point de vue-là, du point de vue du roman historique, puisque quand même... Oui, alors... Alors après, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par énorme documentation. Bon, je n'ai pas une documentation d'historien, clairement. C'est-à-dire que je n'ai pas passé des heures et des jours et des mois dans une bibliothèque, etc. Je n'ai pas trouvé des choses inconnues, etc. Bon. J'ai lu de façon erratique, un peu au hasard, diverses choses. Je suis tombé... Alors, je sais pas, mais des choses... bon, par exemple, par le plus grand des hasards, j'ai un ami dont le père était général, et qui est général dans l'armée coloniale, et qui a écrit ses mémoires. Donc l'ami m'a passé les mémoires de son père. Et dans les mémoires de son père, j'ai récupéré 3 phrases et une anecdote. Mais ces 3 phrases et une anecdote ont permis de nourrir un chapitre entier. C'est-à-dire que, à un moment donné, je croise quelque chose, ce quelque chose me touche, et comme ça me touche, je crée un récit autour de ça. Mais c'est totalement transformé, c'est mêlé à d'autres récits, et à la fin, ça donne quelque chose qui a l'air vrai, mais rien n'est vrai, tout est inventé, mais avec des morceaux de vrai. Alors, c'est compliqué, ça, mais c'est le mentir vrai d'Aragon, finalement. C'est-à-dire que j'ai pris des tas de petits éléments que j'ai pris ici ou là, dans une sorte de recherche un peu fantomatique, un peu intuitive. Bon, alors, j'ai une bonne culture générale sur le domaine, hein, c'est sûr. Mais après, je prenais des choses ici ou là. J'ai pris beaucoup de témoignages. D'ailleurs, par exemple, pour l'Indochine, il y a très très peu d'ouvrages d'historiques sérieux. Il y a plein de témoignages, mais ces petits témoignages sont pleins de petits récits, de petites anecdotes dans lesquels je pouvais prendre un truc ou deux, et je remontais quelque chose, et à la fin, ça faisait un chapitre qui avait l'air tout à fait réaliste, mais qui était fait avec des éléments pris ici ou là. Donc c'est un travail de composition, et puis de récit, et de... voilà. Donc, il y a aussi également beaucoup de gens qui ont écrit leur vie, qui ont écrit des... Bon, par exemple sur Internet, qui publient leur... qui racontent ce qu'ils ont vécu. Ils donnent des photos, ils donnent des... Voilà. Mais je pense que pour faire un roman, il n'y a pas besoin de tout savoir. Il faut savoir juste ce qu'il faut pour faire le roman. Donc, alors après, essayer de... je sais pas, c'est quelque chose qui est difficilement rationalisable, d'essayer de le monter dans un récit qui ait l'air de ressembler à ce qu'on a compris que c'était. Alors, on peut faire fausse route à fond. Bon, il semble que j'ai pas trop fait fausse route, mais je m'en glorifie pas parce que j'étais sûr de rien et simplement j'ai fait ça avec les règles du roman. J'ai pas essayé d'avoir des idées et de les romancer. J'ai fait un roman dans lequel j'ai intégré au fur et à mesure des éléments vrais. Voilà. Donc du coup, c'est d'abord un flux romanesque qui intègre des éléments vrais plutôt qu'une façon de romancer les choses. Bon, on m'avait comparé à Little, par exemple. Little, il a fait le contraire. Little, il a rassemblé du document pendant des années, et après, pendant quelques mois, il a écrit. C'est drôle parce que on a mis le même temps pour écrire le livre. Mais lui, il a mis 4 ans à rassembler et 1 an à écrire. En gros, moi, j'ai mis 5 ans à écrire. Mais la documentation, elle était au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand j'écrivais sur l'Indochine, j'avais rien sur l'Algérie. Quand j'écrivais sur le maquis, j'avais rien sur l'Indochine. Ça allait comme ça.
Donc c'était vraiment au fur et à mesure. Donc, non, mais on trouve des tas de choses, je sais pas, des tas de choses étonnantes, des cartes, des photos, des dessins, des ci, de ça. Puis à partir de tout ça, qu'on accumule, on raconte des histoires. Oui, si je devais écrire quelque chose sur la Deuxième Guerre mondiale, je devrais quand même me renseigner sur les armes qu'on employait et que vous en parlez. Tout à fait. Vous en parlez comme si vous étiez parfaitement là. Absolument. Non mais vous savez, les armes. Une après-midi sur Wikipédia, et on sait tout sur comment charger un fusil mitrailleur de l'armée française, quel est le calibre, comment ça s'utilise, quel poids ça a. Non mais Internet est une source de petits faits précis, un peu idiots, mais voilà, c'est vrai que j'étais incollable sur les chars de l'armée allemande, j'étais incollable sur quel était le contenu d'une boîte d'équipement parachuté par les Anglais dans les maquis français, etc. Mais ça, quelques heures d'Internet et hop, ça y est, on a rassemblé le document. En fait, le document, c'est un faux problème. Ce qui est compliqué, c'est le point de vue, le récit, des choses comme ça. Après, les détails. Mais les détails, on a une infinité de détails disponibles sans quitter sa chaise. Et ça, il y a quelque chose qui est... il y a une sorte aussi, c'est l'illusion réaliste. C'est-à-dire qu'avec quelques heures de recherche Internet, j'ai pu donner une coloration de réalité sur des petits détails, en effet, que je connais, mais c'est facile à connaître en fait, il suffit de chercher. Après, ce qui donne le vrai réalisme, en fait, c'est le flux romanesque. Non, puis voilà, vous savez, il y a toujours une infinité de choses qui sont... on m'a fait remarquer qu'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait exactes aussi, auxquelles j'avais pas pensé, mais on finit par... le détail est un faux problème. On peut en accumuler une infinité. Par contre, il faut être... comment dire c'est pas gentil de dire du mal de ses petits camarades, mais il y avait un bouquin de Liberati qui était sorti il y a 2 ans qui s'appelait Mansfield 67, qui racontait la vie de John Mansfield et sa mort. Et il voulait être ultra précis sur l'accident qui lui avait coûté la vie, etc. Et il avait rassemblé des tas d'éléments. Il avait fait ça, il avait fait sa recherche Wikipédia, et il connaissait l'endroit, il savait quel était le paysage de cet endroit-là, le camion, la voiture, tout. Mais l'accumulation de détails ne fait pas le vrai. L'accumulation d'informations ne fait pas le vrai. C'est paradoxal, le vrai c'est assez compliqué à attraper, mais l'information y a son rôle, mais l'excès d'information ne rajoute pas de vrai. C'est paradoxal, voilà. Il y a peut-être une dernière question. Oui. Je voudrais juste vous demander comment votre écriture des sentiments change-t-elle par rapport au niveau de partage des souvenirs, c'est-à-dire quand elle passe du grand souvenir de l'histoire de la France et de la guerre au petit souvenir de votre dernier roman. Merci. Alors, je sais pas. Possibilité de réponse, il y en a 2. Première possibilité de réponse, c'est que c'est des projets différents, c'est des tailles différentes. C'est-à-dire que j'ai fait un énorme roman, et après, j'aime aussi faire des tout petits textes. J'aime faire des petits textes, j'aime faire des gros romans. Là, en ce moment, je suis en train de faire un gros roman. J'espère pouvoir faire de nouveau des petits textes. Enfin, bon. Donc, alterner l'un et l'autre, ça m'irait bien. Donc du coup, le collectif dans les grands romans et le plus personnel dans les petits textes. Et deuxièmement,
Deuxième réponse, c'est que je pense que le niveau de généralité et de profondeur de ces souvenirs fait que tout le monde a les mêmes. C'est-à-dire, c'est une sorte... vous savez, ça fait penser à... Je ne sais plus dans quel roman de Kundera, où Kundera disait qu'il y a plus de personnes dans le monde que de gestes disponibles dans le corps humain. Ça veut dire que les gens, ils partagent les mêmes gestes. Et à un moment donné, il y a tout un récit là-dessus sur... il voit quelqu'un faire un geste, mais qu'il avait déjà vu chez quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Bon. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire que les émotions, les souvenirs, les choses comme ça, s'ils sont complexes, ils sont très individuels, mais s'ils sont archaïques et profonds, on a tous à peu près les mêmes. Bon, c'est une hypothèse, hein, alors c'est l'hypothèse que je fais, pour m'autoriser à écrire ça. C'est-à-dire que quand j'écris ça, je dis pas « regardez, ce sont mes souvenirs à moi ». Ce que je dis, c'est « voilà, la mémoire fonctionne comme ça ». À la limite, je pourrais dire « et vous ?» Vous savez, c'est comme je me souviens de Pérec. Je me souviens d'eux, je me souviens d'eux, je me souviens d'eux. Quand on écoute ça, au bout d'un moment, on se dit « ah oui, mais moi je me souviens de ça, je me souviens de ça ». Et on ne se rappelle plus, au bout d'un moment, de quoi il se souvient, mais on est emporté dans le flow et on va dire « moi aussi je me souviens ». Et c'est quelque chose, un petit dispositif qui est en fait collectif, parce que c'est tellement infime que tout le monde a la même chose. Bien, on vous remercie vraiment chaleureusement pour cette